Avertissement. Cet épisode est probablement le meilleur de la jeune histoire du Pack-Sac. Bonne écoute. Dans ton balado favori, le Pack-Sac, avec mes acolytes, les beaux bums, Jonathan Roberge, Mathieu Genet. Salut les gars! Salut Suzy! Hey, on est encore en confinement cette semaine. On a amélioré notre setup. Notre son va être pas mal meilleur qu'il l'était. Tout le monde a des micros. Hey! C'est drôle parce qu'en même temps que tu as parlé, ton micro a mal sonné. Ah non. Ça, c'est très drôle. Au moment où je dis « ça sonne bien », ça sonne le cul. C'est tout le temps comme ça avec un podcast. T'essaies que ça sonne bien, t'achètes un kit, ça coûte cher, tu t'installes ça. On était censé enregistrer ça dans un studio, on est rendu chacun chez nous. On est équipés, là. On a plus de raison de sortir jamais de chez nous, là. Jamais. On a tout. Oui, c'est ça, ça va toujours être comme ça, finalement. Oui. Pas besoin de savoir. On est encore en quarantaine au moment où on enregistre. On est à la fin du mois d'avril. Fait que on vous encourage à écouter les autres épisodes. On sait que vous avez le temps si vous n'avez pas encore écouté les autres épisodes. Si vous n'avez pas encore suivi le Pack-Sac sur Facebook, Instagram, Patreon, allez-y. On vous partage toujours les contenus desquels on parle là-dessus. Puis ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et là, je disais, on est à la fin avril au moment de l'enregistrement. Il y a une date super importante qu'on vient tout juste de passer. Ça serait-tu comme la fête de Jonathan Roberge? Parce que oui, moi, Jonathan qui n'aime pas fêter sa fête, hein, en fait, moi, j'ai déjà un souvenir de une fois, sa blonde, il avait organisé un surprise et le matin même, on se préparait, on était tous beaux, c'était midi parfait, on s'en allait bruncher. On reçoit un appel de Léa qui disait « Ah non, Jonathan ne veut pas qu'on fête sa fête. Dans tabarnak, on annule le brunch. » C'est arrivé, ça. Tu sais, Chris, vouloir rendre hommage à son ami, Chris, qui fait sa bitch chez eux. J'ai toujours détesté les surprise parties. J'ai toujours détesté fêter ma fête. Et lorsque j'ai commencé à sortir avec Léa, c'était une loi non écrite. Et à la deuxième année, elle a voulu me surprendre avec une vingtaine de personnes au restaurant. Et je lui ai dit... hey, pour ma fête, je sais que à tous les années, je chiale que j'aime pas faire quelque chose, mais on pourrait peut-être aller manger au resto juste pour moi à soir. Puis t'es comme, on pourrait y aller ce matin, hein? Là, je voyais qu'elle était nerveuse. Je me ah non, tu une fucking niaise, là. Elle dit, je t'ai regardé un beau brunch avec tous tes amis. Puis j'étais, Chris, j'aime pas ça. Mais arrivé là, tout le monde va me regarder. Bonne fête. Ben ouais, c'est ma fête. Ben là, Joe, t'as pas le choix. Pour te faire plaisir, on a décidé de fuck you. Nous autres, on te célèbre. Ah ben, OK, excellent, allez-y. Fait que les petits blonds, partez donc la musique. Si vous êtes épais. Alors, c'est quelque chose qui s'appelle le petit Décherel. Jonathan Roberge, nom propre d'un artiste au talent multiple que si tu le connais pas, crains pas, tu vas le connaître. Chose, dès que tu le rencontres en vrai, il ouvre sa gueule, tu te rends compte un moment donné en regardant ta montre que non seulement t'as pas placé une esti de mot depuis le début, mais que t'es plus certain que ça vaut la peine de retourner chez vous parce que t'es sûr que ta blonde a eu le temps de refaire sa vie. Jonathan Roberge est un livre ouvert. Aucun sujet n'est tabou, surtout pas le cul. Un de ses super pouvoirs, c'est d'être capable de faire bifurquer n'importe quelle conversation vers le cul. Tu lui demandes qu'est-ce qu'il met dans son café, puis il fera l'association suivante. Crème égale liquide, liquide égale fluide, fluide égale squirt. Bang! Il ne lui en faut pas plus. Hey, Jeannet!
T'es-tu dit que mon ex, ça squirtait sur un temps? Donne-moi 5 minutes, une turbine, puis 2 doigts bien placés, puis je te fais sortir plus d'électricité de là que la centrale LGD. Ah, puis des histoires de cul, en veux-tu, en v'là. Depuis que je le connais, il est en couple, mais étrangement, il y a plus de millage de bisounes qu'une pute d'Amsterdam. Beaucoup de femmes s'entendent pour dire « Joe Roberge, il pue le sexe ». Hey girls, comment vous expliquer? Quand tu prends un pinceau neuf, un coup que tu l'as utilisé, t'as beau le passer à l'eau, après, il reste toujours un peu de peinture dessus. Fait que c'est normal qu'il te reste une petite odeur quand ta grosse barbe a trempé dans beaucoup de peau de gouache. Oh! Homme de pas de cochon, puis il va te dire qu'il l'a déjà fait. Un trip à trois, check. Une partouze, check. Crosser un arabe riche, ça porte pendant le week-end de la F1, probablement check, c'est tout. Non, Roberge, là, c'est un cœur en or. Un homme sensible. Ça en est surprenant. Je sais pas si la surprise vient du fait qu'autant de bonté puisse se retrouver dans un seul être humain, ou peut-être du fait qu'on s'y attend pas de la part d'un gars qui a le casting du dope qui étouffe tes cris pendant un gang rape de prison. Comédien, idéateur, concepteur, producteur, humoriste et acteur de cinéma français. Décaliste de Depardieu, il y a un nouveau dodu en ville. Depardieu, dans Cyrano, nous a donné quelque chose comme... Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. Mais fuck Cyrano! Roberge, dans All Inclusive, nous a donné... Salut Blanchot, on s'est pas encore présenté. Moi c'est Serge, ma blonde Geneviève. Hein? On pensait justement vous inviter à soir, là. Venez fumer un peu de pot, tu pètes à la fraise. C'était toute la nuit de sa corde à linge, on va de la broue dans le toupette. T'entends-tu? Ça, capoté. Ouais, fait chiant. C'est cool. Ah, ici, on fait français. Jonathan Roberge, merci. On t'aime. Puis si c'était pas toi, ben on serait pas là en ce moment. Comme les mots ne suffisent pas pour l'exprimer, quittons-nous sur un autre extrait excellent de All Inclusive. Venez fumer un peu de pot, tu pètes à la fraise. C'était toute la nuit de la corde à linge, on va de la broue dans le toupette. Fait qu'on a fait notre devoir comme Torah. Je vous aime, je vous haïs en même temps. Yeah! Ah, Clairement, l'effet recherché. ah, vous êtes... Non, mais bonne fête! Tu Merci. disais, j'ai 37 ans, je veux pas fêter, blabla. Ouais. Fuck you, faut célébrer. Ouais, faut célébrer. Je vous aime. Merci. Faudrait que je me laisse aller un peu plus à fêter ma fête. Mais comme tu l'as si bien dit, je suis conscient que j'ai une grande gueule et j'attire toujours l'attention. Fait qu'on dirait qu'à ma fête, c'est le bout où je me dis, Chris, j'ai rien d'autre à dire que merci. Fait que fuck that, j'ai pas envie de parler avec ces gens-là. Bonne fête! Merci! J'ai rien à dire. Asti, y a rien à faire après bonne fête. Fait que je sais pas, Audrey, je sais jamais quoi dire, mais je vous aime puis faites partie des gens avec qui, quand j'organise quelque chose chez nous, ben vous êtes chez nous. Ouais. Fait que ça prouve que je vous aime. Mais c'est vrai parce que, que j'aime- tu sais, ton je fais jamais rien avec anniversaire va personne. passer, les amis se retrouvent autour de toi, puis définitivement, tu sais, t'es tellement un bon orateur. Tu racontes une histoire, en plus, il y a toujours un inside avec un ami d'impliqué autour de ça, puis ça finit comme ça, tu sais. Hey, honnêtement, là, le podcast d'aujourd'hui, là, c'est celui qui me stressait le plus, on dirait, parce que là, je savais pas comment on allait amener notre petite surprise pour ta fête, parce que on présente quelque chose qui était très exigeant à faire. On va vous présenter le top 10 de nos meilleures chansons ever, personnellement, qu'on va vous partager. Et puis, nos oraux aujourd'hui, on s'était donné comme mandat dans un autre podcast de parler de nos parents. Et là, c'est super personnel. Puis, tu sais, ça me fait full plaisir de partager ça avec vous, les amis. Mais, tu sais, il y a toujours la petite pensée, ben oui, c'est public, ça. Là, il y a quelqu'un de mon village qui va entendre l'histoire puis qui va dire comme... Fait que ça me rendait nerveuse ce soir, le podcast. Peut-être aussi parce que je suis en déménagement puis tout est tout croche autour de moi, là. C'était ça ma question. Comment tu fais pour faire un podcast la journée que tu as déménagé la veille? Mais non, mais attends, c'est tu croches ma conjugaison de... C'est quoi ce syntaxe de phrase-là d'arriéré? Attends une minute. OK, C'est ben, du chiac! c'est parce que je bois énormément de gin. Merci à Saint-Laurent. Gin Saint-Laurent? Il me paye pas pour dire ça, mais je vais vraiment les plugger jusqu'à temps qu'il me paye et qu'il m'envoie d'autres bouteilles. C'est un bon concept, ça. Moi, les Herbes Folles et le Saint-Laurent, c'est mes gins québécois préférés. Et puis, je l'ai reçu il y a une semaine et il m'en reste quasiment déjà plus. Merci le confinement. Et ce soir, je suis déjà rendu à mon 3e verre et on commence le podcast. Ça se peut que je déparle. Ça, c'est une bonne idée! Oui, mais pour vrai, cette semaine, c'est une semaine où je me livre. Tu l'as super bien dit. Ouais.
écrire sur nos parents. Je trouvais ça super touché. Puis tu vas voir quand je vais faire l'oral pour mes parents. Mes parents ont vraiment pas une vie comme tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment loin de là. Mathieu, je le sais, tu le sais aussi, t'en sais un petit peu. Et il a fallu que je demande la permission à mes parents de pouvoir en parler. Il y a des affaires que je peux pas dire, des affaires que je vais dire. Qu'on allait faire un top 10 de nos meilleures chansons ever, c'est ça? Oui. Mais qu'on pouvait en prendre seulement qu'une et le reste, on va s'arranger pour faire un genre de montage, c'est ça? Oui, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on propose aux gens. Okay. Dorénavant, le Pack-Sac va faire des playlists. Okay. Et là, pour apprendre à connaître vos animateurs, on s'est dit, faisons une playlist de nos 10 chansons les plus marquantes de notre vie. Fait que ça peut être nos 10 préférés ils ont chacun leur raison. On va pas tous vous les énumérer là, mais on va faire une playlist avec ces 30 chansons-là. Et là, on va pouvoir expliquer une des chansons de la playlist. Ouais, c'est bon que j'étais un peu confus. Ça a permis de l'expliquer aux gens. Et voilà, ben c'est parce que je t'aime que j'ai renchéri. Alors, pas parce que j'ai une grande gueule. Je vais y aller avec mon choix. C'est le top 10 de Mathieu Genet. C'est le groupe NoFX avec la chanson Sticking in My Eye. Ah, oui! Est-ce que c'est là que... NoFX. Quel groupe incroyable. Moi, c'est mon groupe préféré de tous les temps, je pense. Ouais. J'aime leur attitude irrévérencieuse. J'aime leur côté pop. J'aime le côté rock. J'aime aussi le fait qu'ils ne se gênent pas pour aller vers le reggae, vers le jazz, c'est le meilleur band au monde, je crois. Ben, je trouve pas que c'est le meilleur band au monde, mais c'est un des meilleurs bands punk jamais. Genre, ever, là. C'est comme... Oui. C'est dur à battre comme band. Mettons, tu dis que c'est pas le meilleur band au monde. Qu'est-ce que tu mettrais au-dessus de ça? Au-dessus de NoFX? Je te parlerais... J'irais dans la musique classique, mettons. Tu sais, je te dirais que côté compositeur, Beethoven, il torche un peu Fat Mike. Oui, mais Beethoven, c'est pas un band. OK, c'est pas un band. Mais mettons, moi, les Beatles, je les trouve meilleurs que NoFX. Non, pas les Beatles. Je sais que t'aimes pas les Beatles. Je sais que j'ai pas les moi qui ai fait ça. Non, ben, c'est vrai que côté band, il n'y a pas grand band qui... Mais moi, c'est sûr que, Matt, tu sais que je tripe sur Anti-Flag plus que sur NoFX. What? Mais... Ouais, je sais, je suis désolé. Je suis désolé, On avait déjà eu cette conversation-là, puis moi aussi, j'avais été surprise. Joe, je pensais que tu plaçais NoFX avant. Non, j'aime mieux le côté... Ouais. Je trouve que Anti-Flag est plus mélodieux que NoFX. Mais... Est-ce que tu dis ça parce qu'Anti-Flag, c'était chum? Non. Anti-Flag, j'ai été groupie d'Anti-Flag depuis que j'ai 15 ans et aujourd'hui, c'est des connaissances, même qu'on s'envoie des messages vidéo. Mais regarde, ça, c'est quand ta carrière a levé un moment donné, ça fait ça, tu te tiens avec des pen punk que tu écoutais quand tu étais jeune. Non, ça arrive vraiment rarement, mais par chance, j'ai joué au hockey avec Chris No. 2 dans une levée de fonds un moment donné, puis c'est devenu un chummy. Mais je trouve que Anti-Flag versus NoFX, il y a un côté irrévérencieux, baveux. Oui. L'autre est plus revendicateur. Si Anti-Flag était plus baveux, comme NoFX, sûrement que je les trouverais plus hot. Tu comprends ce que je veux dire? Non, si NoFX était un peu plus revendicateur,
Et que baveux. OK, mais dans la dernière décennie, ils sont un peu moins revendicateurs. Oui, mais oui. De dope et de sadomasochisme et de s'habiller en madame. Mais c'est correct, c'est correct Oui, aussi. Je trouve ça très cool que le dos, il porte des robes, esti en show, puis qu'il y a un drapeau de la Pride en arrière de lui. Puis Absolument. Parce que c'est comme... Puis, lisez le livre de NoFX, justement. Oui. Il est tellement drôle. Matt, c'est toi qui m'avait convaincu de le lire en disant la première phrase du livre commence par... Te rappelles-tu, Mathieu? La première fois que j'ai bu de l'urine, c'était... Oui. Puis Oui. tu fais « Attends, what the Oui. fuck que ça va être ça tout le long du livre? » Oui. Mais c'est ça, faut pas oublier que Fatma, qu'il y a eu l'initiative Punk Voter à un moment donné pour essayer d'empêcher Bush d'être réélu. Il y a eu, tu sais, jusqu'à... En fait, ils sont devenus un peu éparses, je trouve, quand Barack Obama est devenu président. C'est comme s'il n'y avait plus d'ennemis. Ouais. Mais ça, c'est pas venu avec Trump nécessairement, je trouve. Puis c'est là que ça me dérange pas que Fatma mette des jupes en cuir. Je trouve ça correct. Mais il me semble que... le côté revendicateur, ça te Ouais. manque. Ben, c'est ça. Tu vois, je trouve que Ça c'est ce que NoFX a perdu, que Anti-Flag a continué. Et Ouais. Anti-Flag, c'est comme calmé avec le temps. T'écoutes le dernier album, il est plus calme, plus mélodieux. Moins, on fait juste du punk. C'est des tunes plus pop. Mais tu fais Chris, tu lis les lyrics, puis tu fais damn! Mais sortir une chanson le lendemain de la mort de Stephen Hawkins qui parle de Stephen Hawkins. Oh, ouais. Fuck, c'est drôle, le style. Oui, c'est très drôle. Puis ils ont un côté baveux que j'ai tout le temps aimé. Puis c'est ce qui fait qu'en 6e année, c'est la première fois que j'ai écouté l'album I Heard They Suck Life que je suis devenu amoureux de la musique punk. Punk rock. Parce que le punk, je l'ai découvert plus tard. Tu sais, les années 80, j'ai découvert quand j'avais 27 ans, tu sais. Je les ai pas écoutés avant ça. J'écoutais juste du pop californien et compagnie, tu sais. Mais bref, NoFX, je trouve que c'est un excellent band, mais je comprends pourquoi c'est ton band préféré. Voilà. Suzy, ton band préféré? Et là, c'est Mais pas vas-y, ça, là. C'est pas ça la question, là. Non, c'est pas ta toune. votre band préféré. Parce que, c'est comme je vous disais, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse tellement, là, Quand quelqu'un me demande c'est quoi ton band préféré, je suis pas capable de répondre. Fait que là, de faire un top 10 de nos meilleures chansons, là, ça t'a fait capoter. Mon petit change, j'étais tellement pas capable. Puis là, en même temps, j'essayais de me dire, je veux pas aller directement dans ce que vous allez mettre parce que l'idée, c'est d'essayer de présenter trois playlists un peu différentes. Je savais qu'elle allait avoir du Anti-Flag là, je savais qu'elle allait avoir du NoFX là. J'ai dit, je vais essayer d'aller ailleurs un peu. Là, j'ai dit, je vais jouer avec la petite coche que j'ai de plus, c'est que le 3-4 ans que j'ai de moins de vous, c'est ça que je vais mettre de l'avant. Le top 10 de Suzy Veilleux. Soleil, nous vivons bien creux. Nos proches étant tous dépendants. Alors, c'est Alexis on Fire que je mets de l'avant. Ah, mais c'est quoi? Je respecte énormément, même si moi, j'en ai pas écouté. C'est pas quelque chose qui est venu me chercher. Honnêtement, Alexis on Fire, c'était plus la vague emo punk après. Après... encore. Ouais. Que moi et Mathieu, on... Effectivement. Je suis un peu à la même place que toi, Joe. Je sais, c'est parce qu'on a grandi avec la version... Nous, notre punk, j'aime pas ça dire ça, mais j'ai pas le choix de dire. Notre punk de 4 ans plus tôt avant toi. De 4 ans plus tôt avant toi, de gars qui allait au Vans Warped Tour. Mais c'est con, mais ce 4 ans-là, il y a un gap pour vrai qui est le emo. Quand le emo est arrivé... Moi, mon Vans Warped Tour, les têtes d'affiche, c'était... My Chemical Romance, c'est ça. My Chemical Romance, Story Moi, of the Year. j'adore My Chemical Romance. Oui, c'est le seul band qui m'a vraiment... Écoute, j'ai suivi dans l'évolution. J'ai fait, hey, damn, ça sonne fucking bien. Je suis arrivé, il y a The Use qui m'a plu un peu, certaines tracks. Mais Alexis on Fire, il y a juste certaines tracks précises sur certains albums que je vais faire, ça, c'est une fucking bonne track. Ça a été tellement difficile pour moi de choisir quelle track parce que là, j'ai dit, bon, je vais commencer par le premier album. C'est lui qui m'a, ah, mais non, mais le deuxième, et le troisième. Et là, de choisir la track sur l'album, c'était vraiment complexe. On a une esti de bonne anecdote, toi puis moi, Suzy Veilleux, sur Alexis on Fire.
À un moment donné, j'étais en char. J'ai genre 25 000 chansons dans mon téléphone. Je suis tombé sur Shuffle. Tu sais, je mets aléatoire. Je reviens du garage. Ça fait peut-être 7-8 chansons qui jouent. Et bang, une... What? Tabarnak! Une chanson de ta pas devant le faux micro-ondes. On voyageait dans le temps! On capotait vraiment. Mais là, Laquelle track t'as choisi? la track que j'ai mis de l'avant, c'est This Could Be Anywhere in the World. Yep. Blond. Parce que cette track-là met vraiment bien de l'avant les deux chanteurs, donc Dallas Green, qu'on connaît aussi de son side band City and Color, et aussi George Petit. Ouais. Et puis, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment ça la force du band aussi, parce que, et puis c'est vraiment ça un peu le emo side de Alexis on Fire, tu sais, ça gueule à fond, t'as le goût de rentrer dans le mosh pit, puis là, t'as le beau côté, la voix de Dallas Green qui embarque, qui va toucher vraiment ta corde sensible en même temps. Ça me branche tellement, ça représente super bien l'adolescence en général. Puis à ce jour, moi, quand ils se sont séparés là, en 2011-12, là, j'en revenais pas, je croyais pas à ça. Quand ils ont commencé à Mais ils ont fait un comeback, oui. Il y a des nouvelles tracks. Ils viennent de faire une tournée, en fait, dans l'ouest du Canada avec The Distillers puis No Bro. Moi, j'ai une question. Oui. On dit-tu Alexis on fire ou Alex is on fire? Après vérification factuelle, la formule exacte est Alexis on Fire. C'était l'album en 2004, Watch Out. Ben oui. Moi, c'est l'album que j'ai fait, OK, ben cool, ça me parle encore. Mais quand tu as connu un punk des années 90, tu sais, un peu niaiseux, qui rit de tout, qui se ridicule, qui a pas peur du ridicule, qui revendique. Et là, tout d'un coup, hop, les punks ont des émotions. Ouais. Pour moi, c'était un changement drastique. J'arrivais d'un punk où on se faisait un cap de PC, puis on allait se battre dans un parc, où j'allais au fouf me battre parce que je sortais avec des amis au fouf. Et notre but, c'était d'essayer de se pogner un skinhead en avant de la pizzeria. Tu sais, fait que là, il y a un pas pay gap avec « si j'ai des émotions, puis je trouve ça tough de quitter le nid familial. » Fait que tu sais, c'était comme « tabarnak! » Moi, j'écoute du punk qui parle de comment abattre un nazi, puis toi, tu me dis que tu trouves ça tough de quitter le nid de chez tes parents. Je respecte ça, chum, les émotions. J'ai aucun problème avec ça. Mais montre-nous ton coup, Joe. Ouais, je sais. Red Cardinal. Ouais, tout le monde pensait que c'était... Pas de référence à Alexis on Fire. Non, puis c'est drôle parce que tout le monde pensait que c'était ça, puis pas du tout. Puis tu sais, ça aurait pu fitter avec mon look, je l'admets. Ouais. Mais non, pas du tout. C'était avec mon fils. C'est une question pour la maladie. C'est un insight dans notre famille avec les gens qui ont la maladie. Mais non, c'était pas pour Alexis on Fire. Alex is on fire. Hey, c'est un esti de bonne question à poser aux vrais fans finis. Tu sais, Mike Gauthier. Mike Gauthier. Mike Gauthier, que sa maîtrise absolue de tous les noms anglophones. Metallica. Hey, tu savais que quand je travaillais à Énergie, j'ai demandé de me parler comme ça des fois, puis ça le faisait rire. Ouais, il y a un bel running gag qu'on le taquinait avec ça. Il est tellement sympathique, honnêtement. Ce gars-là, il est incroyable. Mais sais-tu quoi? On lance ça à nos fans, nos auditeurs qui nous écoutent. Si vous êtes des fans finis de Alex is on Fire ou Alexis on Fire, moi j'ai toujours pensé que c'était Alexis. Go for it, on veut savoir si mettons t'es une fille qui a couché avec Dallas Green dans un show à Québec en 2007. Va chier. Va chier, puis dis-nous comment ça se dit. Hey, puis dis-nous comment ça se dit. Hey, on devrait faire ça prochainement. Là, on a fait le top 10 des chansons les plus influentes de notre vie, nos chansons préférées, mais on pourrait en faire un top 5, mettons, des artistes avec qui tu coucherais. C'est fucking drôle, ça. Juste 5? Ben écoute, c'est tough pour moi. J'écoute beaucoup de punk, puis il n'y a pas tant de band punk filles qui me turn on, tu comprends? Ouais. Mais t'as un top 10, oui, puis on se fait une top liste de tous ces gens-là. On coucherait avec un des membres du band. Ça vous fait rire, vous autres? Moi, j'ai une idée. Vas-y, Matt. On se garde ça pour la retenue de tout à l'heure? On se garde ça pour la retenue de tout à l'heure, puis on parle de qui avec qui qu'on coucherait. Ouais. Bonne idée, Mathieu. Venez nous rejoindre en retenue. Parfait. On parle des célébrités avec qui qu'on coucherait. Et moi, je peux vous dire tout de suite, elle est québécoise. Et si boire que je serais pas game de dire en pleine face, mais je vais le dire dans la retenue. Sans amour! Non! Hey, c'est à mon tour de parler de ma top 10 liste. Et ça a été tabarnouche. C'est moi qui vous l'ai proposé. Puis c'est tough. Ça. Tabarnak, c'est tough. C'est
C'est vraiment difficile. Et je te dirais que quand vous allez écouter ma top 10, vous allez faire tabarnouche, Jonathan, il y a du classique, il y a du rock des années 60, il y a du punk 90, il y a du rap français des années 90, j'ai de la musique de hippie, du folk. Mais c'est ça, moi aussi, ça va d'un bord puis de l'autre. C'est ça qu'il faut. Ouais. C'est ce qu'on est. On est des tripeux de musique à la base. Fait que, tu sais, moi, j'aime. Il y a même des chansons techno, je te le jure. Tu me fais écouter du techno des années 90, je te dirais, je suis pas capable de dire que c'est pas bon. Ah non, moi, je l'ai pas cette pièce. Daniel Desnoyers? Non, mais. Je n'ai pas ce morceau. Je n'ai pas ce morceau en moi. On va dire que j'aime tellement la musique que je vais laisser une chance et trouver le côté positif de même de la musique de marde. Tu sais, il y a de la musique des fois de marde, je suis comme, oh mon Dieu, puis mettons ma blonde, elle chante, je suis comme, non, c'est pas bon. Elle dit, non, toi, t'aimes pas ça, c'est différent. Puis je suis comme, j'ai assez d'expertise en musique pour te dire que ça, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui ridiculise les gens, qui doute de l'intelligence des gens, puis qui fait ça juste pour faire de l'argent. Il y a pas de talent là-dedans. Il y a de l'autotune, de style de bar en bar. Mais câlisse, c'est vrai que le track est bon, puis je lève le son quand je l'écoute. Avez-vous entendu la nouvelle chanson du petit Jérémy? Non. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Ah oui? C'est une tune que t'es comme, OK, ça sonne comme toutes les tunes de radio, c'est entraînant. C'est quoi donc? Je vais regarder parce que c'est chanté en anglais avec de l'autotune. Ouais. Ben, tabarouette. C'est le Et petit Jérémy. de Little J. Ben, calé, je vais aller l'écouter. Ça doit être catchy. Le gars, il a toujours eu le sens de la mélodie. Faut lui donner petit Chris. Ben non, je dis petit Chris, il m'a jamais rien fait à moi. Mais, hey, fais attention comment tu parles de je sais. Ça peut coûter très cher. Je sais, mais le pire, c'est que j'ai absolument rien contre le gars. Je l'ai déjà croisé puis je chillais avec lui dans le Vieux-Québec. C'était un chic type. Moi aussi, j'ai déjà vu dans un pit de Dance Floor Dance au Rockfest. Oui, c'est un gars, je pense qu'il habite dans la région de Québec, puis je l'avais vu dans un café. Il travaillait, c'est lui qui m'avait servi mon café. Puis après ça, il m'avait écrit sur Instagram, disant, hey, c'est moi qui t'ai servi tantôt. Puis on s'est mis à jaser, puis il était super sympathique. Puis j'ai trouvé ça un peu... En tout cas, on en reparlera une année du petit Jérémy. Ça ferait un bon thème de retenue. Ça me ferait pas beaucoup d'amis dans le monde de l'humour. T'es sûr? Oui. Je suis pas game. Ah, non, moi, je suis game. Tu vas voir que je me fais plus d'ennemis du côté de l'humour que du côté de petit Jérémy, mettons. C'est le top 10 de Jonathan Roberge. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi. Tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le casque. Mon top 10 de musique, ça a été tough et je suis allé avec le numéro 1, un band, une chanson que pendant 20 ans, j'ai cherché, plus que 20 ans, j'ai cherché le titre. Quand j'étais adolescent, ce qui me faisait triper, c'était de découvrir de la musique. Et ceux qui m'écoutent et qui ont le même âge que moi, dont mes acolytes, on n'avait pas YouTube pour découvrir de la musique ou Spotify. On allait écouter la radio, j'écoutais CISM, CIBL, les shows punk, et j'avais une cassette, et j'enregistrais, c'était une cassette rouge de chez Woolco, et j'enregistrais toutes les tunes punk, puis après ça, j'effaçais ceux que j'aimais pas. Puis à un moment donné, je pouvais pas enregistrer l'émission, puis j'ai demandé à un de mes amis, Frank René, d'enregistrer le show pour moi. Il l'a enregistré. Tu te rappelles de Frank René, Mathieu? Le punk, c'était un de mes grands chums quand j'étais plus jeune, puis il avait enregistré toute l'émission au complet. Mais il n'avait pas pris en note les titres des bands que moi, je faisais avec ma feuille mobile dans mon cahier Canada. Et on s'est tous mis, moi et mes amis, punk et skaters, à triper sur cette chanson-là. Inconnu, underground, et j'allais dans des... Et puis Dieu sait que j'en ai fait des shows punk, je vous le jure, là. De 1996 à 2000, vous m'avez croisé dans tous les shows, j'y étais. Je ramassais les flyers après show, je couvrais mes murs dans ma chambre. J'allais voir tout ce qui se faisait, même les shows de sous-sol où on était 8. Aller voir les vulgaires machins au cégep avec Mathieu. Il y a rien que j'allais pas voir en show qui sonnait pas punk puis que j'allais pas pouvoir me pitcher dans la foule. Aujourd'hui, j'ai trop mal au dos pour le faire, mais Christ que ça me faisait du bien de faire ça. Mais hein. Et je ne trouvais nulle part le band. Je le faisais écouter à plein de gens. Je l'ai même déjà fait écouter à Hugo Mewdy en disant « Est-ce que ça te dit quelque chose? » Et je l'avais fredonné parce que j'avais perdu la dite cassette et j'avais même appelé des amis pour essayer de trouver cette cassette-là. Et il y a un site punkrockradio.ca qui est qui fait du web, que j'adore, les boys sont super fins. Et il m'avait dit, hey, en entrevue, j'avais dit, il faut que je trouve cette chanson-là.
Donc, je l'ai fredonné. La vidéo a été vue 38 000 fois sur Internet de moi qui faisais juste fredonner la chanson au mois de novembre, début novembre passé. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit me dire « Hey, je l'ai sur un CD gravé. » Non. Le band s'appelle Davy. Ça vient de l'Ontario. C'est underground. J'ai acheté leur CD parce qu'ils faisaient la première partie d'un band Nowhere un moment donné dans un skate park à Sherbrooke. J'ai pris ça et je l'ai. Il me l'a mis sur YouTube et la version qu'on va écouter là, c'est la version YouTube. Écoute, cette chanson-là, les paroles, la mélodie, toute, je la trouve parfaite du début à la fin. En plus, elle représente une partie de ma vie et une chanson que j'ai cherchée toute depuis que je suis petit. Les petits blonds, est-ce que vous l'avez? Mais il y a comme... On entend l'époque. Ben oui, c'est dans tout ce que la chanson dégage. 1996. Mais oui, et c'est l'histoire d'une fille qui est tombée amoureuse d'un garçon. Et puis le gars, c'était un esti de loser qui prenait de la drogue. Puis là, la fille qui était une chrétienne de droite qui est tombée dans la drogue et qui a tout perdu et qui aujourd'hui vit dans un fucking YMCA. Le gars vit dans un YMCA puis il parle qu'il a fait une overdose puis il dit il n'y aura jamais plus laid que moi cette journée-là quand j'ai réalisé que j'avais entraîné une bonne fille dans la drogue. C'est comme une lettre d'amour à pour la vie, je vais devoir ça. Tu sais, ce type-là de dude on en a tous vu des gars influencer d'autres garçons ou d'autres filles à prendre de la drogue, à devenir cave et devenir accro. Moi, je connais personnellement une fille qui est sortie avec un garçon et je comprenais pas qu'est-ce qu'elle faisait avec ce loser-là parce que moi, je faisais du skate avec lui puis lui prenait des drogues fucking dures et que la fille s'est mise à en prendre et que j'avais su qu'elle avait été étudiée à Jonquière. C'était une première de classe et qu'elle s'est retrouvée en maison de thérapie. Elle a tout perdu. Et j'ai vu une photo d'elle dernièrement et ça me décolle ici de savoir que cette fille-là, c'était une première d'école avec qui j'avais déjà eu des bons moments, qui aujourd'hui était dans la drogue. Et cette chanson-là, ça m'a frappé quand j'ai compris les paroles là à mon âge. Je fais « Holy fuck, pourquoi je tripe sur cette chanson-là? » Et aujourd'hui, je pense à cette fille-là quand j'écoute la chanson et je trouve ça fucking bon. Fait que c'est ça, c'était ma toune bref de tous les temps. Très bonne toune. C'est cool en plus parce que tu vas nous la faire découvrir. Fait que... Oui, et allez l'écouter sur notre playlist. J'encourage chaudement. Ça va être dur parce que, étant donné que c'est super underground, il y a juste une copie sur YouTube. Je sais pas comment les gars vont réussir à la mettre sur Spotify ou whatever. Mais sinon, on enverra un lien. Allez l'écouter. Mathieu, je sais que c'est le genre de track que toi, tu aimerais énormément. Allez l'écouter. C'est pas du fast punk. Tu sais, c'est pas rapide pour rien. C'est pas. Non, c'est pas. C'est ça. Tout tac. Une année, on a fait le tour, là. Ouais. Non, c'est juste une bonne crise de tune rock qui arrache tout. Fait qu'on va si on n'est pas capable de la mettre dans notre playlist, nos playlists vont se retrouver à 2 endroits. C'est-à-dire là où vous écoutez déjà votre musique, Spotify ou Apple Music. Et si on n'est pas capable de la mettre ça sera sur YouTube? Ça sera sur YouTube, ça sera définitivement sur nos réseaux sociaux. Fait que je sais pas si on vous l'a dit, le Pack-Sac Balado sur Facebook et Instagram. Puis en plus, vous pourriez même nous suivre sur Patreon. Ça, c'est un petit 3$, là. Bien investi, mon ami, là. Parce que tantôt, on va parler des vedettes avec qui on coucherait. Fait que, et moi, j'ai une asti de bonne anecdote avec une vedette québécoise assez salée. T'as envie de l'entendre. Fait que paye le 3$, tu m'as te raconté ça. 3 petits dollars. Bon, là, les gars, ça serait le moment de nos oraux. Et moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je trouvais notre concept de parler de nos parents tellement top. Mais je suis super nerveuse de faire cet oral-là. C'est que moi, j'ai perdu mon papa en 2015 d'une façon fucking subite. Puis si je suis 100% honnête avec vous, comme je le suis avec moi-même, ben je pense que je repousse encore ce deuil-là parce que mon papa, c'est simplement ma personne préférée au monde. Alors, c'est de la merde perdre ta personne préférée. Puis je pense qu'on dirait que depuis qu'il est parti, j'ai un peu de la difficulté à parler de lui parce que ça me joue un peu dans le bobo de la peine. Mais en même temps, comme le parcours de mes parents est tellement unique et différent des parents de tout le monde que je connais, je trouve ça le fun qu'on se partage ça vraiment. Et puis je porte
la casquette de mon papa pour l'hommage. Même graissé d'huile de tracteur, c'est parfait. Alors, voici les grandes lignes de ma famille. Que c'est cute. Jacqueline Gay est née le 23 mai 1945 dans le rang 7 à Saint-Zacharie, proche du lac Falardeau. Elle est la 6e enfant d'une famille de 8, la 2e fille de la famille, donc pas celle qui aura le droit d'aller aux études. Elle s'applique tout de même dans ses cours à l'école Durand où sa tante Blanche lui enseigne et dash où là-bas. Parce que oui, les coups de règle, c'est vraiment pas juste une rumeur urbaine. C'est bien vrai. Elle marche 3000 allers-retours à pied tous les jours pour aller à l'école. École qu'elle va abandonner, pas par choix, mais bien par obligation, en 7e année, parce que ça marchait comme ça dans ce temps-là. Ma mère fréquente ensuite l'école ménagère où elle va apprendre à être une bonne femme de maison. On va lui apprendre à coudre, à cuisiner, à broder, à tenir maison, à avoir une belle calligraphie, à tenir un budget. Toutes ces affaires-là intéressantes qu'on nous apprend pas vraiment assez longtemps à l'école aujourd'hui. Donc, elle va apprendre tout ça. Pour une raison que je vous expliquerai tantôt sur Patreon, ma mère va vivre assez longtemps chez ses parents. Elle va donc aider à la ferme et elle va tenir maison. Tenir maison, c'est un peu... dans le fond, elle a beaucoup de frères qui travaillent sur la ferme et quand ces messieurs-là rentrent dans la maison, ça a d'affaire à être prêt, je vous dirais. Ça a d'affaire à être bon aussi. Ensuite de ça, quand elle est assez vieille pour avoir un métier, pour gagner sa vie, elle va être bonne servante pour des dentistes, des curés, des notaires, des gens aisés. Mon grand-père paternel est violoniste. Ma mère chante super bien. Il y a une belle ambiance dans cette famille-là, vraiment. Puis on sent que... D'ailleurs, ma mère, elle chante super bien, puis je lui mets encore de la pression après toutes ces années-là à ce jour pour qu'elle joigne la chorale de l'église du village. Elle est comme trop timide pour ça. Ma mère, c'est ça. C'est une belle douce. Elle est timide, elle est ricaneuse, elle aime la vie. Portrait de Jacqueline, voilà. Aimé Veilleux maintenant, on passe à Aimé. Aimé Veilleux, né le 26 juillet 1934 à la fête de la Bonne Sainte-Anne. Il est le 13e enfant d'une famille de 15. Et je sais qu'on a abordé ça dans un autre épisode, mais je ne sais plus exactement ce qu'on a dit ou non. Ma grand-mère, Delvina Dumas, a eu 15 enfants vivants. Je sais que c'est bizarre comme information, mais c'était vraiment un exploit dans ce temps-là d'avoir tous les enfants en vie. Mon père a fréquenté l'école de rang lui aussi, le rang de Jersey Sud à Saint-Côme-Linière. Et puis, il y avait une communauté assez importante d'Irlandais dans mon village. Alors, il y avait des cours en français l'avant-midi, en anglais l'après-midi. Fait qu'il n'était pas souvent à l'école en après-midi. Il aimait pas vraiment l'école non plus tout court. Il aimait plutôt aider son père et ses frères sur la ferme et sur le lot à bois. Il a donc quitté l'école en 4e année et rapidement dans sa vie, il a acheté la terre familiale ainsi que la terre à bois. Il a tellement travaillé fort pour acquérir ça. Non seulement il travaillait sur la ferme, mais il travaillait aussi on the side pour un monsieur sur la construction. Puis il allait faire du bois pour la Domtar. Puis des fois, il faisait des camps de bois. Tu sais, il a tellement travaillé. C'est vraiment ce qui va ressortir le plus quand je vais parler de mon père. Fait que super travaillant, mais sportif aussi parce qu'il était vraiment en très grande forme. Il a fait toutes les équipes de sport possibles. Hockey, baseball, ballon-ballet, tout ça. Mais honnêtement, on pense qu'il faisait ça surtout pour la bière après. Il était très, très sociable, bien festif. Et puis, il a tellement travaillé fort, comme je disais. Un peu du coq à l'âne, mais une fois, c'est un peu ça, sa vie. Donc, il a travaillé super fort, il était impliqué dans tout ce qu'il pouvait, et etc. Puis, je me rappelle, à un moment donné, c'était un party de famille. Il y avait ses sœurs qui étaient là, et puis une de ses grandes sœurs qui disait à mon père, pourquoi tu es encore une aussi grosse production agricole? Tu sais, t'es rendu à comme 75 ans, ça n'a pas de bon sens. Et puis, mon père, il avait dit... dans le fond, être à retraite et faire ce qu'on aime puis pas avoir de boss, ben c'est ça. Dis-toi que je suis à retraite, ça te fait plaisir. Puis travailler sur une terre à sa retraite, c'est fantastique. Fait que c'est un peu les grandes lignes de mon père. Moi, une de mes premières jobs dans la vie, c'est que j'étais barmaid au bar de mon village, le Bienvenu à Saint-Côme.
Et puis moi, j'aimais bien les quarts de travail où je commençais à travailler puis que j'étais toute seule sur le plancher puis que j'avais 3-4 bonhommes qui jasaient ensemble. Tu sais, c'était tranquille, j'aimais ça. Ils se confiaient à moi, ils placotaient de ce qui se passait en village. J'adorais ça. Puis à un moment donné, j'ai comme mes 3 bonhommes récurrents qui sont assis. Puis un monsieur qui est moins là souvent. Puis là, il jase avec eux. Puis là, il valide. Là, tu sais, t'es-tu bien la fille à aimer, toi? Oui. Il dit, ah, ben parfait. Moi, j'étais là quand tes parents se sont rencontrés. Alors, il m'a appris comment mes parents se sont rencontrés. Mon père était président du club de 4 vents de Saint-Côme. Ça, c'est comme le rassemblement de messieurs qui font du VTT. Et puis là, une journée, mon père était en ride de ski avec ses chums de gars pour vérifier que les pistes étaient belles puis que les chemins étaient bien entretenus. Et puis là, il était rendu à Saint-Zacharie, le village d'à côté de Saint-Côme. Ma mère était... Fait que là, ils rentrent dans le chalet, ils prennent une bière entre leur ride de ski. Puis ma mère était justement là avec ses cousines. Elle aussi était dans le chalet parce qu'elle avait fait une randonnée de ski de fond cette journée-là. Et là, mon père, tout de suite, il demande à ses chums, c'est qui la belle créature? Et puis là, les gars, ils disent, ouais, ça, c'est Jacqueline Guay. Elle est un peu effarouchée, pas certaine que tu vas être capable de mettre la main là-dessus. Là, mon père, à ce moment-là, il a gagé avec ses chums qu'il allait la marier. Rien de moins. Il a pas la frencher, pas coucher avec, pas danser avec, m'en marier. Rien d'autre. Je vais la marier. Ce bout-là, je le mettrais sur Patreon. Ma mère connaissait mon père de réputation. Sa grand-gueule le précédait. Puis elle était pas comme trop impressionnée par lui. Et il était plus vieux. Il y avait toujours une nouvelle fréquentation. Ma mère, c'est une douce, là. Donc, elle cherchait le partenaire de sa vie. Alors, elle acceptait ses invitations, mais elle finissait toujours par choquer à la dernière minute. « Hey, on pourrait aller là? Ah, j'ai mal à la tête. Ah, on pourrait faire ça? Ah, non, finalement, je suis fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit. » Bon. Fait que là, mon père, lui, il avait une gageure. Il est supposé la marier. Alors, de fil en aiguille, finalement, ben, elle a accepté, ils se sont vus. Et puis, ça a quand même découlé rapidement après ça. Faut dire qu'ils n'étaient plus des jeunesses. Bon, ma mère avait 34 ans, mon père avait 45. Ils avaient 11 ans de différence quand même. Mais ils s'aimaient vraiment très, très, très fort. Je les ai jamais entendus chicaner de toute manière. Pas qu'ils s'entendaient sur tout, là, mais tu sais... T'as jamais vu tes parents ou entendu tes parents s'engueuler? Jamais. Ah ouais. C'est magnifique, ça. Bon, faut dire que mon père travaillait à peu près 14 heures par jour. Ouais, c'est ça. Il était dans le fond du rang, dans le fond du champ en train de travailler, faire un pit de roche. Mais c'est pas mauvais, ça. Pensez-y. C'est pas mauvais. Ah non. En ce moment, avec le confinement, chacun s'épanouit dans ce qu'il a à faire. Ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes au final, tu sais, puis voilà. Donc, ils se sont mariés, ils étaient heureux, mais ils ont eu pas mal de difficultés à avoir un bébé. Comme genre... toutes mes amies autour de moi en ce moment, mais ça, ce sera un autre sujet dont on parlera à un moment donné. Donc, un jour, ma mère, elle se sent vraiment pas bien, encore, parce qu'il faut dire que ma mère est vraiment faite en poilude-soute, comme elle dit. Elle a vraiment une santé qui est super fragile. Elle est très faible. Alors, à un moment donné, elle va voir son médecin parce que elle fait des chutes de pression à son réveil. Elle perd la vue, elle tombe dans les pommes. Donc là, ils font un test de ci, un test de ça. Paf! Le docteur Bougie apprend à ma mère qu'elle est enceinte. Et là, ma mère a annoncé ça à mon père, qui est en train de fumer sa bonne du Maurier d'après-dîner. Là, mon père a dit « C'est vrai? » Ah ben, si oui, moi, j'arrête de fumer. Il a éteint sa cigarette, il a jamais refumé. Ça faisait 40 ans qu'il fumait. Tabarnane! Ça, c'est le portrait de mon père en tabarouette. Fait qu'être enceinte d'un premier bébé à 42 ans, quand t'as une santé de poilude-soute, c'est vraiment, vraiment pas évident. Ma mère, elle a eu un premier rendez-vous à l'hôpital qui est vraiment malheureusement tombé sur une infirmière qui était juste carrément à bout, qui lui a annoncé qu'elle devait absolument se faire avorter, sinon elle allait avoir un bébé qui allait être soit handicapé, soit mort-né. Donc, ma mère a refusé de faire tous ses suivis de grossesse. C'est la dernière fois qu'elle est allée voir un médecin de toute sa grossesse. À un moment donné, Dr Bougie a dit « Va falloir que tu l'aies, ce bébé-là. » Donc, il a simplement prévu un rendez-vous pour faire la césarienne.
Donc, ma mère, elle voulait son bébé, puis personne n'allait lui enlever. Donc, elle a eu une grossesse qui était particulièrement pénible. Parce que être enceinte pour la première fois à 42 ans, quand tu es entourée de, tu sais, par exemple, une belle-mère qui a eu 15 enfants vivants dans une maison pas d'électricité puis d'eau courante, elle se faisait un peu runner par le bout du nez, puis elle se faisait assez dire comme prends ton mal en patience, la jeune, puis tu sais, c'est ça une grossesse, puis c'est loin que ça se passe. Et puis, quand ma mère a parlé de ses chutes de pression, ma grand-mère lui a fortement suggéré de prendre un bon bouchon de brandy tous les matins en se réveillant. Ma mère, qui déteste l'alcool, s'est fait subir ça tous les jours de sa grossesse. Elle a pris un shooter de brandy pendant qu'elle est enceinte, mais c'est magnifique! C'est pour ça que t'es une party girl! Yeah! Party girl, veilleux! Alors là, quand la journée de l'accouchement, bon ben là, c'est sûr que mes parents étaient fébriles, il n'y avait pas eu de suivi, donc ils ne savaient pas si ça allait être un garçon ou une fille. Et puis là, les médecins demandaient, c'était une césarienne. Donc, tu sais, il y a un côté où le papa peut être avec la maman, mais il y a un côté où il n'a pas le droit d'aller. Ouais. Et là, mon père était 100% du temps du côté qui n'avait pas le droit d'aller. Puis là, les infirmières ils disaient, vous ne pouvez pas perdre connaissance, monsieur Veilleux, là. On ne va pas s'occuper de vous. On ne peut pas vous gérer. Puis là, mon père, qui avait un troupeau d'animaux de 150 vaches, qui accouchait qui veillait lui-même à bout de bras à tous les ans, tu sais, il trouvait tout ça drôle, tu penses, de voir sa femme. Il était comme, ben là, il y a un peu de sang, là. On va en revenir. Ouais. Et puis là, quand le médecin, quand je suis venue au monde, finalement, mon père vient voir ma mère et dit, je l'ai vu, c'est un gars. C'est un gars! Imaginez la joie de mon père. Il a un seul enfant. La terre agricole, la terre à bois. Tout y revient. Enfin, yes! Non, les infirmières reviennent et lui annoncent qu'ils ont une petite fille et que c'était le cordon ombilical qu'il a vu à la place de ça. C'est très drôle. C'est soit le cordon ombilical ou t'as un fucking long clit. Oui, non, c'était le cordon. Alors, c'est ça, je n'avais pas écrit de fin à cet oral. Je peux vous dire que j'ai eu une super de belle enfance avec mes parents, malgré le fait qu'on avait une différence d'âge vraiment énorme. Tu sais, il y a tellement eu des clashs dans le... Tu sais, ne serait-ce que quand j'avais 7-8 ans puis que je leur demandais « Maman, papa, je peux-tu aller dormir chez mon ami? » Imagine-tu à quel point mes parents ont pas eu le droit d'aller dormir chez leurs amis dans la vie. Ils étaient comme, pourquoi tu veux faire ça? Ils parlaient avec les parents de l'ami. Ils faisaient comme, OK, c'est bon, c'est pas... Ils s'ajustaient tout le temps. Tu sais, plus tard, adolescente, quand je disais à mes parents, bon, là, je le sais que les 4 murs de ma chambre sont pleins de posters de Slipknot, mais j'aimerais ça en mettre au plafond aussi. C'est correct? Ils étaient comme, ça doit être correct. Ouais. Ils ont toujours été à l'écoute de ce que tu étais. Ils ont vraiment fait preuve d'ouverture, en fait. Puis moi et mon père, l'affaire, c'est qu'on avait tellement une personnalité qui se ressemble, on était tellement complices que longtemps dans ma vie, finalement, j'ai pensé, sans m'en rendre compte, là, autour de la table, quand j'y pense avec du recul, c'était un concours entre lui et moi de qui parlait plus fort, puis qui avait la meilleure anecdote, puis qui riait encore plus fort que l'autre. Puis ma mère, ben, tu sais, elle s'accommodait avec ça, toujours ricaneuse, toujours de la partie, mais moi et ma mère, on se comprenait pas ben. C'est une chance qu'il y avait mon père pour nous rapprocher là-dedans, puis nous faire nous comprendre une l'autre. Sauf que depuis que mon père est parti, j'ai vraiment développé une nouvelle relation avec ma mère. On est vraiment devenus des amis. C'est ma mère, là, mais maintenant, on est des amis, chose qui n'était pas le cas avant. Et puis maintenant, on est super complices. On se parle tous les jours parce que il y a un moment dans notre vie où ça shift. Les parents deviennent les enfants deviennent les parents. Ma mère vieillit. Moi, je l'appelle tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'elle a mangé, comment elle va, si elle a bien dormi. C'est un peu ce que nos parents faisaient les premières années qu'on partait en appartement. Elle est rendue à quel âge, ta maman? Elle va avoir 75 ans le 23 mai. Pareil. De cette année. Elle vit encore dans notre maison sur la terre familiale, sur la terre de mon père. On a vendu la ferme, mais elle a la maison. Elle a un super gros jardin, mais tu sais, ça fait beaucoup d'entretien. Mais elle va bien, elle a la santé, même si c'est fait en poilu de soude.
c'est mieux que rien. Ouais. Et puis, je me trouve vraiment chanceuse de pouvoir avoir des conversations avec une femme qui vient de cette époque-là. Puis ça me permet de relativiser bien des choses souvent. Puis je trouve que c'est vraiment, je me trouve chanceuse. Puis je pense qu'on devrait tous profiter de nos aînés et de faire ça. Il y a pas longtemps, là, Jeannette Bertrand a commencé à faire des cours sur Internet pour apprendre aux petits vieux à écrire leur vie. Ben, ma mère a commencé ça. Puis j'ai vraiment les résultats. C'est magnifique. Hey, bravo, Suzy, c'était vraiment cool. Travail. Bravo. Avec la musique et tout, la casquette, pour ceux qui regardent la vidéo. C'est magnifique. Fait que fille qui a grandi sur une terre avec un père de party. Ouais. Un père phoné, une maman qui a une santé fragile, qui aujourd'hui jardine. Hey, est-ce que ça serait au tour de Mathieu Genet de nous parler de Gaétan et Christine? Ben oui! Je les connais très bien. J'ai travaillé pour le papa de Mathieu Genet qui, juste une parenthèse avant que tu commences ton oral, Mathieu, alors que j'étais plongeur dans le restaurant du papa de Mathieu. Absolument. Il était venu me voir et Mathieu, lui, coupait des légumes, il s'occupait de la cuisine. Et son père est venu me voir en me disant, Jonathan, je te paye tes 3 premiers mois de loyer. Et je sais que tu te rappelles de ça, Mathieu. Je te paye tes 3 premiers mois de loyer. Je vous meuble à grandeur en électroménager si tu convaincs Mathieu de partir de chez nous. On avait 18 ans. Mathieu, t'es enfant unique, toi aussi. Non, j'ai une sœur. Une magnifique sœur. Une sœur de ton âge, là. Oui, une sœur avec qui j'ai déjà couché. Non, c'est pas vrai. Mathieu, c'est vrai. Jamais j'aurais fait ça, Mathieu. C'est drôle, ça. Jamais j'aurais fait ça, Mathieu. Mais non, je le sais. Je suis un gars loyal. Fait que, les petits blonds, quand vous êtes prêtes, vous pouvez partir la toune. Comme la fête des mères approche à grands pas, j'ai jamais de Christie d'idée de c'est quand exactement, ni de ce qui détermine la date de la fête des mères, mais on va commencer par ma maman, Christine Fizette. Née le 21 juillet 1963 à Saint-Jean-de-Mata, ma mère est le 4e enfant d'une famille de 8. Ouais, 8 kids quand ta ville est reconnue pour 2 affaires, Louis Cyr et sa montagne pour descendre en trip. Tu passes le temps comme tu peux, fait que mes grands-parents ont décidé de faire des kids. Avoir 8 enfants en 10 ans, c'est le genre d'affaire qui arrive quand t'es trop gêné pour acheter des capotes dans une pharmacie de Fondran qui est aussi le bureau de poste, le salon de coiffeur puis le garage. Mon grand-père a dû rentrer une couple de fois dans l'espoir de s'acheter des condoms puis en regardant les commerces se faire coiffer, il a finalement choqué puis il est ressorti avec un paquet de gomme puis un pot de margarine troué rempli de verre pour la pêche. Comme aucune crise de tank à eau chaude n'est assez performante pour fournir pour les bains d'une portée de 8 enfants. C'est pas long que la jeune Christine en a eu plein le cul de se laver dans l'eau frette un peu grisâtre. Tu sais, quand tu te surprends à souhaiter que ton frère Sylvain ait pissé dans le bain avant le tien dans l'espoir que ce soit un peu chaud, c'est parce qu'il est temps que tu quittes le nid familial. En 1978, à l'âge de 15 ans, elle rencontre Gaétan Genet, un jeune moustachu de petite taille, et saute sur l'occasion pour crisser son camp dans le pick-up de son prince charmant. 1978, c'est également l'année où elle a bu sa première et dernière bière après l'avoir dégueulée dans une boîte de pick-up. Dans une boîte de pick-up. Oui, parce qu'à Saint-Jean-de-Mata, toutes tes premières fois se passent dans une boîte de pick-up. Donc, elle sac son camp à 15 ans avec mon père âgé de 18 ans. Gaétan aimait la chair fraîche. Elle termine ses études secondaires, entre au collège de secrétariat moderne et devient secrétaire juridique. En 1982, elle donne naissance à moi, Mathieu Joseph Denis Genet, à l'âge de 18 ans. Depuis, elle change de sujet à chaque fois que je dis « Come on, mom, tu peux l'avouer que j'étais un accident. » Depuis, elle est la partner de mon père dans tous les business qu'il a eu, en plus d'être agente immobilière. Ma mère vend des maisons maintenant, c'est ce qu'elle fait. C'est un peu de sa faute si j'aime les films d'horreur parce qu'elle nous a fait écouter le film Poltergeist 2 qui jouait à la télévision 4 saisons un vendredi soir après que ma sœur Andréane Genet ait braillé sa vie sur un stage au Plaza Repentigny avec une petite brassière en noix de coco pendant un défilé de mini-miss hawaïenne tropique. Salut ma sœur! C'est vraiment... Le Plaza Repentigny. Eh oui. Ma mère possédait un seul vinyle et c'était celui de Lionel Richie. Puis elle avait une cassette de Phil Collins dans le char. Mon père, à cette heure. Vous pouvez recommencer la toune, les petits blonds.
Gaëtan Genet est né le 8 novembre 1960 à Thetford Mines, ville reconnue pour l'exploitation des mines d'amiante, un isolant cancérigène probablement trouvé par le même monde qui faisait des annonces en noir et blanc pour dire que de fumer, c'était bon pour la santé. Plutôt turbulent et avec des freckles, il est le 4e d'une famille de 5 enfants. Il ne fera jamais un seul Christy de devoir d'école de sa vie, préférant les faire par sa grande sœur Odette. Salut Odette. Stratagème qu'il répétera plus tard avec ses blondes du secondaire. Je tiens à préciser que mon père, c'était pas le genre à me chicaner parce que je trichais aux examens en écrivant les réponses dans mon étui de calculatrice. Mais si mon père déléguait, c'était pas par paresse, mais plus parce qu'il y avait d'autres shit à faire comme travailler. Travailler, c'était sa passion. Je pense qu'il a commencé à genre 4 ans. Il était livreur à bicyclette à Montréal pour un dépanneur. En fait, mon père, c'est pas un académique. Même que la réponse à la question « Pa, as-tu ton diplôme de secondaire 5? » ça a toujours été un peu flou. C'est une génération qui sont toutes de même, man. Ils ont des entreprises qui n'ont pas de secondaire 5. Ils veulent pas le dire, en tout cas. Mais c'est le genre de personne qui excelle dans n'importe quel job. Il a travaillé dans une imprimerie, il a été boucher, homme d'affaires, restaurateur, traiteur, superviseur de chantier. Il a travaillé le cuir puis il est devenu ébéniste. Son CV est plus volumineux que... En fait, si tu lui demandes qu'il te montre son CV, il va rire puis il va dire « Bitch, really? » Mon père, s'il donne 2 semaines de prep time, puis si tu demandes à ma mère de gérer le paperwork, je suis pas mal sûr qu'il trouverait le moyen d'aller sur Mars avant la NASA. Yes, oui. Ouais, il dirait, comment ça se fait que c'est long de même? Non, c'est lui, tu vas y aller, moi, m'ouvrir un restaurant à déjeuner avec vous. Ses hobbies, rien de bien impressionnant. Karaté, Krav Maga, un peu de Kung Fu sur le side. Mon père, c'est le gars que tu veux dans ton team si t'es dans The Walking Dead. C'est Negan puis Chuck Norris concentrés dans un corps de 5 pieds 3 mais qui se promène en spider avec un petit cris de chien qui s'appelle Mocha. Oh, wow! Se promener, man! Ah, c'est ça! Le seul disque que mon père possède, c'est le best-of de Cat Stevens. Dans son greatest hits personnel de moments inoubliables, il y a la fois où il a fessé un biker qui l'a tiré par la cravate dans sa salle de réception de Repentigny. Pardon? Ah oui. Oui. Et il y a la fois où il a pété sa coche au Club Med de Punta Cana après que le dude français du front desk en lui disant « Pas fort votre affaire, on devrait pas appeler ça le Club Med, mais le Club Marde! Mike up, Gage Genet! » En terminant, je blague, mais je voudrais remercier mes 2 parents de m'avoir tant donné, de m'avoir supporté, moi et leur crise d'enfant bohème. Je vous aime, même si vous faites du spider. Voilà. Oh, wow, Mathieu! C'est Wow! hot! C'est drôle, je veux même pas passer après ça. Tabarnak, c'était... C'est excellent, là. C'est délicieux. On dirait que je sais à quoi il ressemble. Mesdames et messieurs, je vais vous parler de ma maman et là-dessus, je demanderai les petits blonds, musique. Ma maman, baptisée Teresa Terry Taylor. Oui, on dirait un nom de bateau de pirate, genre Barbe Noire et ses 104 pirates pillaient la côte à bord du Teresa Terry Taylor. Eh bien non, c'est le nom de ma mom, qui est née à Halliston, Ontario, née d'une maman appelée Lise Pelletier et d'un dad appelé Milton Taylor de la Nouvelle-Écosse. Vous aurez deviné que j'ai grandi dans le franglais avec une grandma qui me dit « Ferme le port de ton chambre si tu regardes la porno ». Les origines de ma mère, d'après ses tests de Ancestry, car oui, vous me connaissez, je suis la petite fille de la classe qui est toujours une coche au-dessus des autres tabarnak. Fait qu'on est allé voir Ancestry. La pub qu'on voit à la télé. Oui. Ça n'aura pas fonctionné. Là. Non, ça fonctionne très, très bien, soit dit en passant, oui. Et c'est même très crédible. Il y a les baptistères, il y a les avis de décès de tes ancêtres et c'est fucking intéressant. Eh bien, les origines de ma mère, d'après ses tests Ancestry, car oui, on a été jusqu'à faire des tests d'ADN pour faire cet oral, et on remercie Ernest Taylor, qui semble être le premier au Canada dans notre lignée. Cheers, big boy de l'Écosse. Merci beaucoup. L'ADN de ma mom, Teresa Terry Taylor, a été testé et le résultat donne qu'elle est une recette constituée à 35% d'Écossais, 31% de Pays de Galles et d'Europe du Nord-Ouest, de 20% de Français. Ça me déçoit beaucoup. Ça me déçoit. 10% Finlandais et 4% Norvégiens.
Écosse, Norvège, Finlande, Pays de Galles. Sounds like on a du sang de viking puis de Highlander et ça me plaît. Ah, Joe, ça explique le roux dans ta barbe et ton fort penchant pour l'alcool et la bagarre dans des monastères anglais. Blague historique. Tout jeune, ma mère est barouettée entre la Nouvelle-Écosse et l'Ontario et arrive en 1970 à Montréal. Quelle belle année, hein, pour une jeune anglophone pour arriver sur le plateau que 1970, où les Felkis, que c'est ceux qui se prennent pour l'IRA, tu sais, les Wise qui roulaient leur air puis qui ont demandé de l'or puis d'aller à Cuba ou en Algérie se cacher après avoir kidnappé des politiciens du monde ben bright qui faisaient péter des bombes. Ben ça, dans la population québécoise, qu'est-ce que ça avait fait? Ça avait créé une rage gratuite envers les anglophones. Ce qui fait que ma maman, à moi, à l'âge de 5 ans, se faisait cracher dessus dans la rue, sur le plateau, parce qu'elle parlait anglais et qu'elle s'appelait Teresa. Pas besoin de dire que ça prend pas plus de un petit peu plus de motivation à ça prend pas beaucoup de motivation à ma mère pour apprendre le français, ce qu'elle apprend très rapidement. Et ma grand-mère, Lise Pelletier, décide d'aider Teresa Terry Taylor et de la rebaptiser Thérèse. Oui, ma mère a grandi sur le plateau. Oui, tiens, maintenant, on a passé de Teresa, ce beau nom de bateau, Teresa, cette sirène écossaise, Teresa. Et maintenant, elle s'appelle Thérèse. Yes! Une madame qui se fait bronzer avec un genre de cossin en métal puis qui fait du pédalo. Je t'aime, maman. Ma mère grandit sur le plateau et rencontre mon papa à l'âge de 16 ans. C'est le coup de foudre instantané. Et bam, à 16 ans, mes parents jouent au foufoune et un accident arrive. Moi, oh oui, à l'âge de fucking 16 ans. Sur la photo que vous voyez en ce moment, ma mère avait 16 ans. Bam, 3 ans plus tard, mon petit frère Sébastien. Bam, un autre 3 ans plus tard, mon frère Benjamin. Fait que ma mère n'est même pas âgée de 22 ans et a 3 enfants. À l'âge de 26 ans, ma mère a un énorme accident et elle s'électrocute. Je sais que j'en ai déjà parlé avec Mathieu, mais je sais pas si je t'en ai déjà parlé à toi, Suzy. Ma mère a eu un gros accident devant moi et mes frères alors qu'on était tout petits et qu'on jouait sur le terrain de la maison de campagne de mon oncle et ma tante Robert et Manon. Et puis, ils ont voulu mettre une antenne sur le côté de la maison. Tu sais, les grosses antennes des années 90 pour capter des postes de TV. Et malheureusement, en le levant, il y a l'électricité des fils juste à côté a sauté sur l'antenne, dans le fond. Ça les a attiré, l'électricité. Ça se fait qu'ils ont pogné 14 400 volts. Les pieds de ma mère ont explosé. Ma tante est décédée sur le coup devant ses enfants et moi. Ouais. Et puis, mon oncle a essayé de réanimer sa femme, ça n'a pas fonctionné. Ils ont appelé les ambulances et tout. Et ma mère s'est malheureusement éteinte à l'hôpital et ils ont réussi à la réanimer. Histoire fucked up qu'un jour je raconterai dans la version Patreon de notre balado. Ouais, ma mère a vécu quelque chose de fucked up pareil, là. Elle s'est vue sortir de son corps. En tout cas, une expérience de mort imminente assez traumatisante. Ma mère, elle s'est électrocutée devant ses 3 enfants. Ses pieds avaient des trous gros comme des balles de golf. Ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'elle avait des souliers de sport. Donc, le caoutchouc a comme bloqué l'électricité l'a empêché de grounder dans le sol. Et ma tante est malheureusement décédée devant moi et mes cousins. Quel âge avais-tu? Moi, j'avais 8 ans. Donc, c'est assez frais dans ma mémoire, je te dirais. J'ai suivi une psy pendant des années à cause de ça. Je suis top shape pour vrai. Ça a été quelque chose à gérer avec les années. Mais ma maman est là, puis elle s'en est sortie tellement... c'est tellement motivant de voir quelqu'un réapprendre à marcher, réapprendre. C'est tellement un modèle que tu fais fuck, elle abandonne pas, elle a mal, puis elle continue. Puis je me rappelle des infirmières qui viennent changer ses pansements à la maison et tout. Fait que ça a été un beau modèle, puis ma mère a survécu, puis elle a popé après ça 2 autres petites filles. Good job! Comme mon père aime le dire, c'est pas qu'on est cochon, on a fait l'amour juste 5 fois, puis on était fucking chanceux, puis ça a pogné. Fait que on est 5 enfants chez nous, je suis le plus vieux, et mes parents sont toujours ensemble, ils sont merveilleux. Ma mère a été, jusqu'à mon adolescence, une femme au foyer, une maman parfaite,
tient le fort. Elle est douce, ricaneuse et fan d'histoire, tout comme moi. Elle m'a transmis sa passion, d'où là le fameux Ancestry qu'elle s'est inscrite pour qu'on fasse notre arbre en famille. Aujourd'hui, elle travaille avec mon père dans l'entreprise familiale. Elle aime le vin rouge, jardiner, rénover, puis regarder des documentaires sur des châteaux en Europe. Puis elle m'appelle en disant « Joe, il y a un château en Écosse, ils ont trouvé des toiles. Faut que tu regardes ça, c'était écœurant. » C'est son accent? J'adore ça. Non, elle parle pas du tout comme ça. Pas du tout en plus. Je tiens aussi d'elle que, vous le savez, hein, j'ai les mains moites et l'envie pressante d'aller à la salle de bain lorsque j'ai consommé des produits laitiers. Je lui dois à ma mère mon intolérance au lactose. Et puis, ma maman d'amour, un petit peu de roux dans ses cheveux, est une femme merveilleuse qui a popé 5 enfants, qui travaille, qui dort 5 heures par nuit et qui abandonne pas dans la vie. Et c'est tout qu'un modèle. Alors, je sais qu'elle s'appelle Thérèse aujourd'hui, mais moi, je préfère dire Teresa Taylor. Je trouve ça plus cool et ça nous rapproche des racines de mon grand-père, Milton Taylor. Alors, on passe maintenant à mon papa et là, watch out, on embarque dans quelque chose qui a été assez touché de ce que j'ai le droit de dire et ce que je n'ai pas le droit de dire. Mm-hmm. Mon papa! Daniel Gérard Thibault. Lieu de naissance, Montréal. Le nom de famille Thibault est d'origine germanique et du nord de l'Europe aussi. Il y a encore du sang de Vikings et de Highlanders, mais en vérité, on s'en crisse des Thibault, parce que c'est rien qu'un nom. Je ne suis pas affilié à ces gens-là. C'est du sang de tout croche. Oui, abandonné à l'âge de 2 ans, car les vrais parents de mon père se sont retrouvés en prison. Des champions. Son papa, Léopold Thibault, un proxénète, un genre de King Swamain avec du gel dans les cheveux, qui a une gang de madame qui travaille pour lui, puis il dirige des bordels. Vous voyez le genre de gars qui dirige pas un Tim Hortons tranquille. Non, un freak qui tape sur des gueules puis qui se promène avec un gun. Bref, et la maman, une campo d'origine amérindienne, de ce qu'on savait, et française, qui est une prostituée travailleuse du sexe qui tient un bordel. Ce n'est pas une blague. Disons que c'était pas une famille qui jouait du violon classique de père en fils et qui regardait le dictionnaire au souper en disant « Hey, on apprend des nouveaux mots ». Non, ce n'était pas ce genre de famille-là. Léopold Thibault, mon grand-papa, sera malheureusement assassiné. Eh ben oui, il n'y a pas grand monde qui peuvent dire ça dans la vie. Ils peuvent dire « Mon grand-père est mort » et non, il a été gonné puis mis dans une valise de char. Eh bien moi, oui, c'est le cas. Ouais, abandonné dans une valise de char et retrouvé en décomposition des mois plus tard dans une cour à scrap. Rare que les bandits meurent d'une mort naturelle entourés des gens qu'ils aiment en se tenant la main en disant « Qu'est-ce que c'est beau une forêt ?» Eh bien, c'est pas ça qui est arrivé à mon grand-papa. Il s'est fait battre et fun fact sur le corps de Léopold, il a été assassiné avec un de ses partenaires et puis lorsqu'ils ont un gars de la cour à scrap a eu comme une odeur près des voitures, il a appelé la police et la police s'est pointée. Ils ont ouvert la valise et ils ont découvert le corps du partenaire à mon grand-père. Ils l'ont pris, ils sont partis. Quelques semaines plus tard, le même gars a dit « Hey, ça pue dans la voiture encore, pouvez-vous revenir? » Et on se rappelle qu'à l'époque, les voitures étaient énormes. On appelait ça des bateaux. Vous vous rappelez de cette époque-là? Le coffre était en avant et à l'arrière de la voiture. Eh bien, ils ont retrouvé le corps de Léopold à l'avant, complètement décomposé et mangé par les mouches. Eh bien oui, mon grand-papa, c'était ça, un pimp qui tape sur du monde, qui se promène avec un gun. Et c'est le papa que mon père a eu. Eh bien, mon père, grâce à son sans-dessin de papa, a passé du temps en centre d'accueil et était adopté par la famille Roberge. Un dénommé Hervé Roberge et Thérèse Lafleur, qu'on peut voir sur la photo ici présent, qui ressemble drôlement à Buddy Holly et une madame qui fait du tricot. Eh bien, Buddy Holly revenait de la Deuxième Guerre mondiale et moi, ça m'a traumatisé parce que j'ai eu la chance de le rencontrer des années plus tard, alors que je devais avoir 10 ans. Mon père me l'avait présenté, cet homme qui l'avait élevé sur une ferme, parce que oui, c'était un fermier qui avait des patates, il y avait des champs de patates. Fait que mon père a passé une partie de son enfance à vivre la vie de la terre et quand il venait de vivre la vie d'un enfant de pimp, là, il vivait carrément l'inverse de Montréal. Il était dans le fond d'un champ à longueur de journée à ramasser des patates pour une famille. Et cet homme avait une grosse cicatrice au niveau du cou. Je me rappelle que quand j'avais été chez eux, ça m'avait traumatisé parce qu'il m'avait raconté comment il s'était fait tirer dans la gorge à la Deuxième Guerre mondiale. Ah. Ouais, monsieur, c'est même pas une joke. C'est tellement gros qu'on dirait une blague, c'est pas une blague. Il s'était fait tirer parce qu'il pensait qu'il était mort, fait que ses partenaires, pour l'achever, lui ont tiré dans la gorge, puis ils ont manqué la pomme dedans, ils ont rien touché. Bord en bord de la peau, esti, le gars, il est resté là agonisé. Il s'est sauvé, il est arrivé dans des cales de bateau.
Et là, quand il est arrivé en Amérique, la guerre était finie, mais il est encore collé de déserteur. Donc, il n'a plus jamais touché sa pension de gars. Et pourtant, il est allé se battre en Europe tout le long de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il a déserté après une balle dans la gorge. Il a malheureusement rien touché. Ça, c'est un fun fact que je crois qu'il est véridique, que mon père m'avait déjà raconté. Sinon, Daniel Gérard Roberge, mon papa, qui maintenant porte le nom de Roberge, retourne à l'âge de 13 ans en centre d'accueil à cause de la séparation de la famille Roberge, sa nouvelle famille d'accueil, et est adopté par les Mandanici, les Mandanis, des Italiens. Et puis, mon père va vieillir avec une famille italienne, d'où ces belles valeurs de la famille. Et puis, aujourd'hui, mon père a ça en lui. Je crois que mon père a plus, même si c'est pas du sang italien en lui, je crois qu'il quand tu grandis dans une famille italienne avec ces valeurs-là, mon père est très, très proche de la culture italienne dans sa façon d'être, tout simplement, dans sa hiérarchie sociale, dans tout ce qu'il fait. Mon père est génétiquement, oui, un Thibaut, mais il est mentalement un Mandanis. Et ces gens-là étaient... lui était un impresario, Mandanis, et sa femme, je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle faisait exactement. Je crois qu'elle travaillait dans un bar, quelque chose comme ça. Ensuite, mon père, qui avait génétiquement, malheureusement, le bandit dans le sang à cause de Léopold Thibault, a grandi en faisant des taquineries. Ça veut dire les mêmes choses que un bandit fait pour gagner sa vie. Et puis, à un moment donné, il a fait comme « Ah, ben c'est donc même pas le fun quand t'as une famille puis des enfants. » Fait que je devais être en 4e, 5e année quand mon père a fait « Bah, ben ça suffit le niaisage. » Il s'est fait arrêter puis il a fait « Bah, ben je vais aller faire une thérapie. Je consomme énormément. » Ça, c'est mon père à l'âge de 16 ans. Check là la phase de gagnant. Là. Tu sais, j'habite à Montréal, je roule mes airs puis je fume des clopes. Et puis... il a rencontré Teresa. Il a rencontré Teresa Terry Taylor. Et puis... là-dessus, ça ressemble pas tant que ça, mais je crois que j'ai une autre photo où on voit moi, mon père et ma mère. Quand il était très jeune, mon père ressemblait étrangement à Marc-André Grondin dans la vie en général. Et puis, non, mes parents, ils paraissent très bien. Je les trouve très beaux. Je trouve que c'était des belles personnes. Et mon père a été tannant pendant une bonne partie de sa vie. Il a fait une thérapie, il a arrêté de consommer. Ça fait maintenant 25 ans. Mon père n'a pas touché une goutte d'alcool, ni la drogue, ni quoi que ce soit. Au contraire, mon père est propriétaire d'une entreprise depuis que je suis en secondaire 1. Il est rendu photographe. Ma mère travaille avec lui. Ils ont une super belle entreprise. Mon père est droit comme une barre, un bon citoyen. C'est juste que tu peux pas enlever ça d'un gars qui a eu ça de père en fils dans sa famille, des gens qui étaient un peu tout croche, puis des fois, malheureusement, tu choisis pas où tu nais. Puis quand t'es barouetté de centre d'accueil en centre d'accueil, aujourd'hui, je connais peu de gens qui ont le passé de mon père et le présent qu'il a en ce moment, aussi droit qu'il est, tu sais. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est une fierté de le regarder puis de faire « Fuck, ce gars-là a une enfance qui aurait tellement pu l'amener ailleurs. » Et au contraire, ce gars-là me dit toujours les meilleurs conseils du monde, même si c'est souvent empreint de non-délicatesse. Mon père est pas un gars qui fait dans la soie, mettons. Fait que si tu poses une question, je te dis, mon gars, t'auras jamais plus drastique que mon père, mais je pourrais jamais y en vouloir parce que il est ce qu'il est à cause du passé qu'il a, puis je prends mon père comme il est, tu sais. Je changerais pas mon père pour rien au monde, et ma mère pour rien au monde non plus, parce qu'elle a son passé aussi. Puis ça, c'est mon père quand il habitait à la campagne, justement. Tu sais, lui, il part de Montréal, où ton père, c'est un king, puis que c'est un criminel. Je me fais adopter, puis je me retrouve dans une famille à cultiver des patates. Tu fais, Chris... Puis la vie était rough dans ce temps-là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, mon père, je le regarde aller, puis je suis tellement fier de lui qu'il soit à la tête d'une entreprise, que ma mère soit avec lui. Tu sais, que ma mère a été barouettée entre la Nouvelle-Écosse, puis ici, arrive ici, parle pas un mot français, puis qu'il réussisse à avoir une belle entreprise comme ils ont aujourd'hui avec des employés puis tout. C'est l'exemple parfait de gens qui peuvent immigrer en français ici et réussir. Et mon père qui a grandi avec une culture italienne pendant quelques années, même lui, il dit que c'est les plus belles années de sa vie. Les valeurs familiales qu'il a sont magnifiques. Et puis, c'est ce qui met fin à mon oral cette semaine. Alors, merci beaucoup. Bravo, Jonathan. Et le Ancestry n'a pas été fait pour l'oral. Il avait vraiment été fait parce que ma mère est une maniaque d'histoire et je tiens ça d'elle. On parle toujours d'histoire, ma mère et moi. J'en ai toujours lu quelque chose de nouveau sur un château quelconque. Elle m'appelle. C'est bien compliqué? C'est bien long? Ancestry, je dirais, c'est plus cher que long. Combien à peu près qu'on parle? Là? Je crois que ma mère a payé $300 pour... Okay. Mais ils font le travail, man. Tu sais, ils ont retrouvé des... tantôt, j'étais là-dessus, puis je regardais les actes de l'armée canadienne lorsque mon arrière-grand-père, que je ne connais pas,
néo-écossais qui est allé, Ernest, qui est allé à la Première Guerre mondiale. Mais tu as tous ses papiers, ils sont sur le site. T'as des papiers de décès, tu as des papiers de naissance, t'as l'endroit sur la map où ils ont habité. Tu sais, c'est vraiment... Puis là, tu vois tout ton arbre, ça remonte. Et là, mettons que tu fais... Là, une manière, ça dit... Ah, ça coupe le lien, on sait plus où ça vient parce que ça s'en va en Europe. OK. Il faut que tu aies fouillé sur le côté européen, sur les tailors, puis tu essaies de trouver lequel a immigré. Puis une fois que tu fais le lien, Ancestry peuvent t'aider. Mais avec l'ADN de ma mère, ils peuvent savoir exactement ce que je vous ai dit. Les pourcentages sont vrais. C'était cœur, hein, man? 35% Irlande-Écosse, 31% Pays de Galles, 20% la France, 10% Finlandais, 4% Norvégien. Ça, c'est ma mère, man. Je trouve ça magnifique de savoir que c'est ça qui compose son sang. Puis j'étais vraiment étonné de voir Finlande, Norvège, Écosse, Pays de Galles ensemble. Tu fais, hey, holy shit, on t'a fait des fucking Vikings, man. C'est nice. Eh oui. Ça, c'est ma famille. Fait que c'est pour ça que j'aime boire, je pense. Et j'ai du roux dans la barbe, puis me battre. Je pense J'aime qu'on vraiment, à toutes les fois qu'on parle du passé de ton père, c'est toujours le mot tannant que tu utilises. Mm-hmm. Je trouve ça tellement propre, puis beau, puis cute en même temps. Mais on l'entend ce que tu veux dire, là. Mais j'aime que tu utilises ce terme-là. Oui, un tannant, c'est... Oui, il était un peu tannant. Il était un peu... je dirais jamais ce que mon père a fait ou ce que mon grand-père a fait. Ça me regarde pas, puis ça regarde pas les gens. De toute manière, ça appartient au passé, puis ce qu'il y a dans le présent, dans le futur, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Donc, et je pense qu'une des plus belles fiertés de mon père est justement que ses 5 enfants soient droits comme une barre, puis que on soit justement pas de père en fils. Eux autres, c'est tous des criminels, puis pas des petits criminels, là, des bons criminels, là, trempés de la tête aux pieds. Là. Donc, je me rappelle, à un moment donné, tu pratiquais un number que tu avais fait. Je pense que c'est le number que tu avais fait au Centre Bell. Je ne sais pas si ça va être dans ton one-man show, mais est-ce que tu parles des années 80? Oui. Je parle de les années de cocaïne à mon père, où mon père m'a déjà raconté des affaires de quand il était début vingtaine. Puis que, mais tu sais, je veux dire, comme je précise dans le numéro aussi, tu sais, parce que mon père, quand j'avais demandé la permission, est-ce que tu me permets d'en parler parce que je veux pouvoir faire rire avec ça, voir dire, tu sais, un d'autre qui en ce moment qui m'écoute, qui a 20 ans, qui prend de la poudre puis qui pense qu'il vaut rien. Chris, mon père était peut-être ça pendant un bout de temps, pas confiance en lui, c'est la grosse, tu sais, c'est le party non-stop. Souvent, les gens qui sont sur la dérape, c'est parce qu'ils ont des bébites, tu sais, puis ils ont eu des enfances plus tough que les autres. Puis de voir qu'un gars est capable d'avoir une famille de 5 enfants, une entreprise, une petite maison sur le bord d'un lac, être aussi cool que mon père. Chapeau, puis je lui avais dit, tu me permets-tu d'en parler dans un numéro? Puis il était là, hey, faut-tu dire que je suis clean, là? Faut-tu dire que je suis clean depuis, Steve Joe, ça fait 25 ans, 26 ans, là, je suis clean, là. Je le sais, papa. Il y a un monde de différence. 25 ans, c'est énorme. C'est une génération complète entre les deux, là. Puis mon père fait du bénévolat des fois. Là, je dis, mon père, c'est un bon Jack. Là. Il travaille dans les arénas avec les enfants. C'est un photographe qui tripe sur les familles, qui tripe sur la famille, qui tripe sur les kids. Fait que, il m'avait dit, je veux pas perdre la clientèle. Je veux pas que les gens... Oui, parce que quand t'es le papa de Joe Roberge, là, tu sais... Ben, il se fait reconnaître aussi. Ben, là, c'est ça. Fait que, tu sais, les gens qui écoutent mon podcast, qui savent c'est qui mon père parce qu'ils l'ont déjà engagé comme photographe. Il est clean! Il est clean, ça fait 26 ans, t'as pas plus droit que lui, puis tu n'allais pas le déranger avec les niaiseries qu'il a faites quand il était adolescent. Je veux dire, c'est l'équivalent d'aller voir les tannanteries, c'est l'équivalent d'aller voir, mettons, exemple, Gaétan, là, le père à Mathieu, là, il a peut-être déjà volé, exemple, un paquet de gomme à 14 ans. À Thetford. À Thetford, asti. On sait pas comment le dire, hein, Thetford, mais c'est anglais, fait qu'il faut dire, tu dis Thetford Mines. Ouais, mais Thetford, c'est à côté de la Beauce, puis en Beauce, on dit Thetford, on met des T là-dedans. Ah oui, hein? Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que Gaétan, mettons qu'il aurait volé à Thetford ou à Thetford un paquet de gomme, ça enlève rien à aujourd'hui l'homme d'affaires qu'il est, l'entrepreneur, le gars qui se lève à 5 heures le matin pour travailler parce qu'il a fait ça. Mais l'équivalent pour mon père, c'est que quand tu as une enfance comme celle de mon père, c'est rare que tu finis aussi haut que lui il l'est en ce moment, aussi clean que lui il l'est. Fait que je trouve que le gap il est intéressant à raconter entre. T'en connais-tu bien gros du monde qui ont fait des centres d'accueil puis qui se sont fait barouetter dans des familles d'accueil, qui ont travaillé dans le fond d'un champ de patates, puis que son père s'est fait assassiner d'une manière dégueulasse. Puis qu'aujourd'hui, ils sont droits, j'en connais peu, je te le garantis. Puis moi, mon père, t'as pas plus de droit que cet homme-là en ce moment. Là. C'est une crise de belle fierté. Vos parents semblent jeunes. Oui.
Oui, énormément, moi. Le gap est énorme entre nous et toi. Mes parents m'ont eu à 16 ans. Moi, j'étais un accident. Mon père me le dit tout le temps. Écoute, penses-tu que tu étais calculé à 16 ans, Chris? C'est un accident. Et de mémoire, je vais paraphraser mes parents. Me semble qu'ils m'ont déjà dit, c'est fait dire, voyons, non, vous ne pouvez pas avoir d'enfants, là, ça n'a pas de sens, pas à votre âge, vous êtes un jeune couple, tu devrais te faire avorter, puis à se faire avorter, c'était pas évident à cette époque-là, avec la religion et tout. Et mon père avait dit à ma mère, il faut que tu te fasses avorter. Et ça l'avait tellement fait chier d'entendre tout le monde leur dire tu serais pas capable d'avoir un enfant, que mon père a fait fuck them all. Voir que pourquoi? Parce que j'ai fait du centre d'accueil, parce que j'ai été adopté, parce que j'ai été de l'orgueil mal placé. À quelques heures près, je pense que je me faisais avorter, tu sais. Fait que c'est fucked up, pareil, comme histoire de savoir que juste avec l'orgueil, je suis là aujourd'hui. Fait que vous êtes deux surprises, puis moi, j'ai été hyper espérée, souhaitée. Ouais. C'était même plus des plans là, à cet âge. Mes parents ils avaient même fait des démarches pour adopter. Mais les camps, je sais pas si ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. À ce moment-là, ils additionnaient l'âge des deux conjoints, puis si ça donnait en haut d'un chiffre, paf, éliminé. T'es même pas qualifié. Ah ouais? Mes parents, c'est ce qui s'était passé pour eux. Ah, je savais pas ça, c'est super intéressant. Hey, on va closer en remerciant tout le monde. Suzy, moi, je suis déjà rendu Surtout nos parents. Surtout nos parents, mais parce qu'on s'en va en retenue. Et puis, on s'en va parler avec quelle vedette québécoise on coucherait. Et puis... c'est rendu québécois? Ah, ben non. Québécois? Non, mais moi, c'est parce qu'elle est québécoise. Elle est québécoise, je sais pas le choix de le dire. C'est la plus... En tout cas, bref. Venez en retenue, ça coûte 3$ sur le Patreon. Vous abonnez, vous venez en retenue avec les petites croches de la classe. On s'en va parler d'avec qui on coucherait comme célébrité et pourquoi. Et puis moi, je suis rendu à 4 verres de gin, donc je te garantis que ça va être salace et comique. Si vous désirez avoir accès à la suite de cette anecdote, abonnez-vous à la retenue, la version non censurée du Pack-Sac, disponible sur Patreon à seulement 3$ par mois. Est-ce qu'on a des gens à remercier avant de terminer ça? Surtout les petits blonds, nos petits blonds, ils sont tellement gentils. Vincent Dargy pour la chanson. Rosie pour le logo. Vous, les amis, parce que vous êtes fins. Tellement. Et moi, je veux remercier... Ben oui, vraiment. Je veux remercier tout le monde qui travaille avec nous sur le podcast et ces gens-là de nous écouter, qui prennent le temps de nous écouter au complet et nous trouver intéressants. Et puis, j'espère qu'on vous plaît à chaque semaine. Et maintenant, vous nous connaissez plus, étant donné qu'on a parlé de où on vient. Et puis, ben, vous allez peut-être faire comme « Ah, c'est cool », puis comprendre des insights éventuellement quand on va traiter Suzy de fille de rang qui a mis sa main dans des culs de vache. Fait que Mathieu Genin, bisous. C'est fini. Et puis, par la musique, mon chum, les petits blonds, je pense que c'est pas mal fini. On se voit la semaine prochaine. Venez nous rejoindre en retenue. Hey, c'était l'anniversaire de Clément Hamelin. Bonne fête, Clément Hamelin. Bonne fête, Clément Hamelin.